Là, je vous ai proposé quelques éléments de compréhension sur l'évaluation des pressions. Donc avec finalement le fait que pour la pression de prélèvement, on utilise donc les données de prélèvement issues des déclarations au titre des redevances prélèvement, donc qui sont perçues par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ces données sont aussi finalement sont mises à disposition aussi sur le site comme la Banque nationale des prélèvements en eau, donc la BNPE. Si vous voulez aller voir sur Internet sur le site de la BNPE, vous pourrez retrouver les volumes prélevés. Donc pour les différents usages dont j'ai parlé tout à l'heure, tous les usages qui peuvent prélever de l'eau et qui sont soumis aux redevances prélèvement. Et pour l'abreuvement du bétail, c'est plutôt une estimation hein, à partir du volume d'eau utilisé, enfin bu par UGB par jour. En fait, il y a un certain nombre d'éléments de calcul qui permettent d'estimer le prélèvement. Ensuite, on fait aussi la distinction entre on utilise aussi les données sur les prélèvements sur les nappes qui sont libres, qui sont en lien avec les cours d'eau. On fait vraiment le rapprochement entre les nappes avec les nappes qui sont connectées aux cours d'eau. Et bien sûr, pour les cours d'eau, on prend en compte la consommation nette des prélèvements et nappes libres, des prélèvements en cours d'eau et nappes libres. C'est-à-dire qu'on tient compte du fait que l'eau qui est prélevée, elle retourne au milieu assez rapidement pour certains usages, notamment pour l'eau potable. Elle retourne à 80% des eaux distribuées retournent au milieu en eau traitée hein, pour la plupart, mais en termes de volume, on est à 80%, 93% pour les eaux industrielles, 70% des eaux de refroidissement des centrales électriques. Et par contre, on considère bien sûr que pour l'irrigation, il n'y a pas d'eau qui retourne immédiatement ou qui retourne au milieu là où elle est prélevée. Donc l'eau, elle va être utilisée par les plantes, elle va aller en partie dans le sol, elle va être évaporée. Donc il y a 0% qui revient au milieu. Et la pression de prélèvement, elle est définie par le rapport entre les prélèvements consommés et le débit d'étiage du cours d'eau. Donc on voit un petit peu si finalement les prélèvements consommés sont importants par rapport au débit en période d'étiage, donc en saison estivale du cours d'eau. Et pour comprendre la pression d'interception des flux et d'évaporation, là c'est une autre méthode qui est utilisée. Hein. Donc on prend en compte les données d'évaporation de Météo France sur les hauteurs d'eau évaporées, sur un certain nombre de points de mesure depuis 1975 jusqu'à 2011. Voilà, on prend aussi les données de localisation des plans d'eau, tout ce qui est disponible en termes de données pour essayer d'estimer au mieux. On calcule une hauteur d'eau moyenne évaporée par point de mesure. On fait aussi le calcul par masse d'eau en fonction de la surface des plans d'eau par masse d'eau. Et ensuite, ce volume, il est ramené à un débit évaporé par masse d'eau. Donc en fait, on va comparer ensuite le débit évaporé et le débit d'étiage. Donc on va faire le rapport pour identifier le déficit que ça crée sur le cours d'eau. Voilà. Donc en termes de pression, par exemple, c'est une pression de 20%, bon, ça permet de se dire bon, bah, que finalement le débit évaporé par les plans d'eau représente 20% du débit du cours d'eau en période où il y a le moins d'eau dans le cours d'eau. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu la méthode. Donc ça nous permet de faire les cartes dont je vous ai parlé juste avant, ces cartes de pression. Et en fait, à partir de ces cartes, l'agence et les acteurs locaux en fait vont pouvoir affiner sur les territoires, voir où sont les problématiques, peut-être sur les chevelus en amont, peut-être plus en aval, et ensuite essayer d'identifier des actions à mener. Mais on en reparlera par la suite. Et en termes d'eau souterraine, en termes de pression hydrologie sur les eaux souterraines, je vous ai juste remis les cartes du bassin Loire-Bretagne pour vous montrer que déjà sur la partie Puy-de-Dôme, sur la partie amont du bassin, l'état quantitatif des eaux souterraines, il est évalué en bon état. Hein. Il faut savoir que la période d'évaluation a été quand même de 2011 à 2016. Ça sera remis à jour pour le prochain état des lieux 2025. Et on n'a pas de risque quantitatif sur les eaux souterraines. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on estime que les eaux souterraines, c'est pas ça qui va dégrader finalement, qui va
aussi nuire au bon fonctionnement aussi des milieux qui sont liés aux eaux souterraines, et on n'a encore pas de risque par rapport au bon état attendu. Bon, et bien sûr, faut pas, on sait tous que le changement climatique accentuera les pressions avec déjà la hausse des températures de l'air, donc d'ici 2050, plus 2,3 degrés, la baisse des débits moyens et d'étiage, la baisse du niveau des nappes, l'augmentation de l'évapotranspiration, la hausse des températures de l'eau, et donc voilà, tous ces éléments, et en fait le fait qu'on sache aussi que la variabilité des précipitations fera qu'on pourra peut-être pas forcément compter sur de l'eau en continu un peu tout le temps, fait on peut s'attendre à finalement avoir des pressions, bien sûr, qui vont augmenter. Et ça, donc c'est pour vous donner une idée, au niveau du bassin Loire-Bretagne, on travaille aussi sur les projections pour se rendre compte finalement de comment évolueront les pressions à l'horizon 2070. Et on se rend compte de toute façon, comme vous y attendez, que ces pressions vont augmenter. Donc on parlera, on va dans la suite de la matinée, on pourra voir un petit peu comment on approfondit le sujet sur les territoires et comment on travaille justement pour réduire ces pressions et gérer au mieux la ressource par justement par de la sobriété, de l'économie et puis de la gestion des prélèvements. Voilà, merci pour votre attention pour cette première petite partie. J'ai une remarque par rapport à l'irrigation. Vous dites qu'il y a zéro retour à la nappe. Ça m'étonne un petit peu quand même parce que toute l'eau qui est arrosée sur les champs, elle n'est pas toute pompée par les plantes. Il y en a une partie qui redescend dans les réseaux d'eau souterrains. Alors en fait, il y en a peu qui redescend. En fait, soit elle est soit elle est absorbée par les plantes, ou soit elle est aussi évaporée au niveau du sol. Donc il y a aussi de la capillarité. En fait, elle est évaporée au niveau du sol. Elle est donc en général, bon, il se peut vraiment s'il y en avait un petit peu qui repartent, mais en fait c'est assez minime. Donc en fait, on considère, en tout cas, en termes de retour au milieu, en période estivale, au moment où il y a vraiment de l'irrigation, l'objectif c'est que cette eau elle soit dans les sols et qu'elle soit finalement utilisée par les plantes. Et après, il y a à nouveau de l'irrigation. Si elle est bien gérée, l'irrigation, donc elle va être faite en sorte de ne pas d'apporter ce qui est nécessaire pour les plantes. Donc après, donc voilà, on se base sur ces 0%, mais à la marge, il peut y avoir quelques retours. Oui, Maud. Merci pour cette présentation. Moi, c'est une question concernant ce qu'on a vu en dernier là sur l'état des nappes souterraines. Je nous trouve, alors c'est que du coup, j'entends en fait des choses un petit peu contradictoires. En fait, j'ai souvent entendu des hydrogéologues alerter en fait sur l'état des nappes souterraines, en tout cas des masses d'eau souterraines. Et ma question, c'est, donc vous l'avez dit, là c'est un constat qu'on fait à ce jour, en sachant que du coup des données n'ont pas été remises à jour par rapport notamment aux dernières sécheresses de ces dernières années. Ma question, c'est du coup, en 2025, quand on aura un état vraiment réel de ce qui se passe en fait dans les nappes souterraines, est-ce qu'on ne sera pas du coup un peu moins optimiste sur le fait que... Oui. Alors, déjà, nous, au niveau de l'état quantitatif et puis au niveau du risque quantitatif, on a, en fait, on évalue le risque aussi en fonction de l'état des eaux superficielles qui sont au-dessus. Donc, en fait, on prend en compte les eaux souterraines et on regarde si ces eaux souterraines, si aussi, finalement, si elles sont connectées au milieu superficiel et si les eaux souterraines sont vraiment à un état qui font qu'il n'y a plus de lien avec les eaux superficielles ou que les eaux superficielles sont en mauvais état par le fait que les eaux souterraines sont trop prélevées ou qu'il n'y a plus d'eau ou peu d'eau dans les eaux souterraines, on peut avoir justement cette notion d'état moins que bon et de risque. Donc, c'est pas juste un niveau de nappe, c'est lié aussi aux eaux superficielles. Et par contre, oui, en fait, vous avez vu l'état des lieux, il est sur une période d'évaluation qui est
de 2011 à 2016. Donc le prochain état des lieux sera sur une période beaucoup plus récente et on sera notamment sur les périodes où on a eu les sécheresses à répétition de 2017, 2019, 2020 et donc avec des prélèvements qui ont aussi tendance à augmenter en période d'étiage et on a des territoires qui ont très fortement souffert. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Mais ça évolue effectivement. Jusqu'à présent, on était plutôt serein sur la partie eau souterraine, mais on verra peut-être par la suite hein, qu'au niveau, de toute façon, au niveau des nappes, on a de plus en plus en période estivale des nappes qui baissent fortement et qui atteignent des niveaux qui n'étaient pas aussi bas auparavant. Merci. Merci. Juste, voilà, je pense qu'effectivement, enfin, moi personnellement, je pense qu'il nous faut parler avec prudence justement sur cette question-là, sachant qu'on n'a pas encore une vue vraiment de ce qui est de la réalité des choses suite aux événements climatiques de ces dernières années. Tout à fait. J'avais juste une dernière question pour bien comprendre le lien entre le stage, les sages et les autres outils de planification de cadre en fait. Hein. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les liens entre justement ces différents documents et du coup les périodes que ça concerne, parce que j'avais en tête des périodes 2016-2021 sur les sages. Voilà, pour bien comprendre aussi justement les références que vous donnez et oui, comment est-ce que ça va être calculé. Oui. C'est tout à fait normal. J'ai pas repris le détail, mais dans la suite, on verra peut-être un peu plus le lien avec les SDAG, le SAGE, etc. Alors, le SDAG actuel, on est dans le SDAG 2022-2027. Il est tout récent, il a été adopté au mois de mars 2022 par le comité de bassin. Donc, en fait, ce nouveau SDAG, il suivait le SDAG 2016-2021. On est sur des périodes de 6 ans et le précédent 2009-2015. Donc voilà, on est sur des cycles de 6 ans, mais je parlais tout à l'heure d'état des lieux, et donc l'état des lieux 2019, c'est l'état des lieux validé en 2019, qui porte sur une période qui peut être assez depuis 2011 en fait, ou donc en fait l'état des lieux est un document préalable au SDAG. Donc l'état des lieux a une date de 2019 et le SDAG 2022-2027. Voilà. Et le programme de mesure, on verra, on en parlera un petit peu après, qui accompagne le SDAG, il est aussi de 2022 pour 2022 et 2027. Donc aujourd'hui, si vous allez sur les liens que je vous propose sur la présentation, vous pouvez retrouver tous les documents SDAG, programme de mesure actuels. Merci.